à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Et si les jeux vidéo servaient l'éducation, alors que ces deux concepts n'ont pas toujours fait bon ménage, nos deux invités ambitionnent, eux, de les réconcilier, alors qu'ils avaient principalement pour but d'être une activité divertissante. La richesse des scénarios et les mises en scène innovantes se mettent aujourd'hui au service de l'apprentissage, des mathématiques, des langues, des soft skills aussi, vous verrez. Yann Caron, cofondateur de PowerZ, jeux vidéo éducatifs, qu'on surnomme le Fortnite d'ailleurs de l'éducation, est avec nous. Bonjour Yann Caron. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Lisa Ferrer, CEO de Kirae, jeux vidéo au service des soft skills, est également avec nous en visioconférence. Bonjour Lisa Ferrer. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accompagner. Yann Caron, les jeux vidéo au service de l'apprentissage, c'est pas encore complètement accepté en France? C'est pas encore complètement accepté, mais ça change très vite. Oui. Typiquement, nous, Power, c'est né pendant le premier confinement, et je crois que ce premier confinement, c'était une prise de conscience qu'il y avait des choses à faire. Et voilà, on voyait nous-mêmes des enfants passer des heures sur des jeux vidéo ou des dessins animés un peu stupides. Et dès qu'on leur mettait quelque chose d'éducatif dans les mains, ils avaient tendance à fuir. Et on s'est dit, justement, essayons de faire quelque chose. Utilisons la puissance de ce jeu vidéo et des écrans pour faire quelque chose d'utile et amener des sujets éducatifs. Et donc, je crois que ça bouge très vite là. Mais ça plaît aux enfants, ça, on n'avait pas trop de doute là-dessus. Ceux qui sont peut-être plutôt réfractaires, ça peut être qui? Les professeurs, les parents, qui ne se doutaient pas qu'un jeu vidéo pouvait servir à l'apprentissage. Ils ne se doutaient pas, et puis en fait, parce qu'en fait, ils voient bien qu'en fait, les écrans sont là, les enfants passent déjà des heures devant des dessins animés, des jeux vidéo. Le vrai débat, c'était de le rendre utile, et en fait, dès lors qu'on l'accompagne, comme on le fait nous, d'une pédagogie, en expliquant que l'objectif, c'est pas qu'ils passent des heures devant l'écran, mais qu'ils passent des heures utiles, ou des minutes utiles. Nous-mêmes, on accompagne d'ailleurs les parents sur le temps d'écran recommandé par âge. Eh bien, en fait, dans ce cas-là, ça se passe très bien. Parce qu'en fait, je crois qu'à part quelques personnes qui sont extrêmement réfractaires, maintenant, les gens ont envie de trouver des solutions utiles grâce à l'écran et aux jeux vidéo. Lisa Ferrer, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce constat. Pourquoi, selon vous, l'immersion, le jeu, facilite l'apprentissage? Expliquez-nous. Alors oui, je partage. Je pense que le jeu vidéo, c'est un espace d'apprentissage qui est vraiment incroyable parce que c'est une des caractéristiques principales du jeu, pas que vidéo, c'est qu'il n'y a pas de conséquences définitives sur la vie réelle. Et ça en fait un espace d'apprentissage parfait parce que du coup, ça veut dire qu'on peut se tromper, qu'on peut réessayer, qu'on peut mourir et ressusciter. Et ça, c'est un parfait endroit pour exercer des compétences. Et Lisa Ferrer, l'objectif finalement, c'est de ne pas avoir l'impression qu'on apprend, c'est ça? Aussi, c'est vrai que, comme Yann le disait, quand on parle de contenu éducatif, les gens ont tendance à tourner la tête et à repartir. Un des avantages du jeu, c'est son aspect ludique, c'est qu'on est en immersion, on n'est pas forcément en train de se rendre compte. Nous, par exemple, chez Kirae, on a vraiment pris cette idée de se dire, en fait, on va designer des jeux qui permettent de développer certaines compétences en particulier, ces fameuses soft skills, mais on va pas prendre un parti serious game, immersion dans un environnement de travail. Donc, comme on le voit à l'écran, on est vraiment sur un parti pris gaming parce que l'idée, c'est que les gens ils passent du temps comme ils pourraient passer du temps sur un Candy Crush Saga ou sur un Clash of Clans ou peu importe. C'est vraiment de passer un temps ludique, de pas forcément voir passer le temps aussi et d'avoir envie d'y revenir. Yann Caron, le jeu, il crée de l'émotion, il peut créer de la joie, il peut créer du stress. Expliquez-nous comment ces émotions qu'on se retrouve à vivre quand on joue à un jeu vidéo, elles peuvent aider l'enfant à apprendre et à mieux apprendre justement. C'est vrai. Déjà, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un vrai jeu. Donc, c'est très important, c'est que les émotions... Ce qui est différent de Kirae, c'est ce qu'elle disait. En fait, Kirae aussi gamifie l'expérience, mais on est parti du constat inverse, c'est de faire un vrai jeu qui doit être choisi par un enfant quand il va devoir comparer Fortnite, Powers et Brawl Stars. Et on veut vraiment que ce soit un vrai jeu. Et du coup, dans les constituantes d'un jeu, il y a clairement de l'émotion. Et donc, en effet, vous allez être excité, vous allez être ému à tous les moments du jeu. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, l'enjeu pour nous était de surtout pas prendre des contenus éducatifs et de les gamifier, de faire un vrai jeu. Et donc, en fait, les éducations dans Powers, vous les voyez pas. C'est-à-dire que vous allez être amené à faire une recette, vous allez être amené à faire des calculs, mais à travers des exercices pratiques. Le facteur du jeu va vous demander de l'aider à déchiffrer une lettre parce qu'elle doit être mise à un habitant. Les différents habitants du monde parlent des langues et donc vous êtes confronté à l'italien, à l'espagnol, à l'anglais. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a créé et imaginé.
Et en effet, ces émotions, en fait, c'est juste que l'enfant apprend sans s'en rendre compte. Exactement ce que disait Lisa, c'est la magie du jeu, pour le coup. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Vous parlez des langues. En fait, le jeu vidéo, il peut apprendre tout, presque tout. Les langues, les mathématiques, l'histoire, tout est possible. Vous concentrez sur quoi avec tout apprendre. Le paradoxe, c'est qu'en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui apprennent à travers le jeu vidéo. C'est-à-dire que depuis qu'on a lancé Powers, on se rend compte que les gens nous disent « Oh là là, mais moi j'ai appris l'histoire dans Assassin's Creed. Mon fils, en fait, joue en anglais. Et donc, en fait, il me parle anglais le soir et il me dit des mots que je comprends même pas. En fait, c'est déjà intuitif, c'est déjà une réalité dans les jeux vidéo. Voilà, à travers Powers, nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne vraiment encore plus une réalité. Et donc, vraiment, on glisse dès qu'on peut. Dès qu'il y a une quête, on va mettre un peu de calcul mental, un peu de yoga, un peu d'arithmétique. Mais c'est vraiment faisable et ça se passe très bien. Les enfants apprennent, c'est assez génial. Lisa Ferrer, pourquoi vous êtes-vous concentrée sur les soft skills? Et expliquez-nous exactement déjà ce que c'est. On sait que c'est les compétences comportementales, mais lesquelles exactement et pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, c'est vrai que les soft skills, on en parle de plus en plus dans les milieux RH, chez les managers, et en fait, on se rend compte qu'il y a 70% des salariés qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, il y a un vrai enjeu d'éducation sur ce sujet-là. L'idée, c'était vraiment de se focaliser sur ces compétences parce que c'est les compétences de demain, parce que les métiers se transforment très fortement et que du coup, on a une recherche à la fois chez les entreprises de personnes qui sont capables de s'adapter, d'apprendre des nouvelles choses, de passer sur des missions qui peuvent être différentes selon la vie de l'entreprise, mais aussi parce qu'il y a un besoin d'accompagner les personnes dans ces transformations-là pour laisser personnes sur le bord de la route. Et l'idée, c'était vraiment de venir outiller les personnes sur ces questions de soft skills, parce que s'il y a de plus en plus d'outils qui existent côté entreprise et côté recruteur, il y a finalement assez peu d'outils qui existent pour les individus, que ce soit dans le cadre de leur formation initiale ou continue, pour les aider à la fois à mieux appréhender ces compétences-là, à la fois à se positionner de manière objective, parce que c'est des compétences, l'adaptabilité, la concentration, les compétences pour s'organiser, qu'on va développer autant sur sa vie pro que sur sa vie perso, et parce que du coup, c'est très difficile de les valoriser objectivement. Donc l'idée, c'était vraiment de venir avec un outil qui permettent aux personnes de faire cette valorisation objective, un peu comme le TOEIC a permis de faire une valorisation objective de son niveau d'anglais. Quelle est votre cible exactement chez Kirae ? Alors nous, on va s'adresser, nos utilisateurs, en fait, ce sont des personnes qui vont rentrer ou qui sont rentrés sur le marché du travail, qui sont potentiellement soumis à des mobilités, et on va les toucher par les organismes de formation. Ça, c'est nos premiers clients, c'est-à-dire qu'on va venir outiller les organismes de formation avec un outil supplémentaire pour les aider à valoriser les soft skills de leurs apprenants. Et puis, on va aussi s'adresser aux services formation des entreprises ou à tous les acteurs qui peuvent accompagner les demandeurs d'emploi à un moment. Donc, Pôle emploi, les missions locales, les services locaux de l'emploi ou les associations. Yann Caron, je vais vous poser la même question. Je crois que vous, votre cible est quand même beaucoup plus jeune. Quelle est votre cible? À quel âge on peut commencer on peut commencer à jouer à Powers quand on sait lire. Donc, on dit à partir de 6 ans et jusqu'à 106 ans. Parce qu'en fait, en vrai c'est intéressant. Comme on fait un vrai jeu, encore une fois, on ne fait pas un jeu pour enfants, on fait un vrai jeu, un peu à l'image d'un Pixar qui va être regardé par des enfants et par des adultes. Et donc, en fait, on a des adultes qui vont prendre plaisir aussi à refaire un peu de calcul mental, à apprendre les étoiles, parce qu'il y a aussi de l'astronomie. Voilà, donc, mais à partir de 6 ans, pour répondre très précisément. Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas parti d'un contenu pédagogique, éducatif que vous avez gamifié. De quelle manière, justement, vous avez travaillé sur ce jeu? De qui vous êtes-vous aidé? D'enseignants, de chercheurs, de scientifiques? Expliquez-nous comment on crée un jeu vidéo éducatif. Alors, en fait, déjà, on s'est fait accompagner d'experts, parce que depuis le premier jour, en fait, on a Hachette qui nous suit, qui a investi dans Powers dès le premier tour de table qu'on a fait à l'été 2020, rejoint depuis l'été dernier par Bayard. Donc, on travaille très étroitement avec leurs équipes, leurs experts pour construire le contenu éducatif. Ensuite, on a constitué un board d'éducation avec Gérald Bronner, Charlotte Poussin, qui est une personnalité Montessori, Christophe Gomez, etc. Donc, c'est avec eux qu'en fait, on produit le contenu avec Hachette, Bayard et ces experts-là. Et puis, en parallèle de ça, on construit le jeu. Donc là, c'est plus du game design. C'est des équipes qui viennent de chez Ubisoft. Il y a des gens qui travaillaient sur des jeux comme Just Dance. Il y a des gens qui travaillent chez Fortnite. Voilà. Et en fait, c'est le mélange de ces cultures qui fait ce jeu éducatif. Et je crois que c'est ça qui est nouveau dans Powers, en fait. C'est qu'il y a vraiment la construction du jeu, la construction du contenu éducatif, et l'idée progressivement d'allier les deux pour en faire quelque chose de fun et éducatif. C'est vraiment la nouveauté.
Lisa Ferrer, quelle place vraiment occupent ces jeux vidéo aujourd'hui? Je poserai la question peut-être à Yann Caron à l'école, mais en tout cas dans les organismes de formation, est-ce que c'est bien accepté? Comment ça se déploie? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 71% des Français qui jouent au moins de temps en temps, et ça dans toutes les classes d'âge. Donc effectivement, c'est plus présent chez les plus jeunes, on atteint les 98% chez les moins de 25 ans, mais ça reste encore dans l'ensemble de la population. Donc le jeu, dans la vie quotidienne, on va dire, il est un petit peu chez tout le monde. Et dans les organismes de formation, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation gamifiée, le game-based learning, c'est un marché qui est en très forte croissance, avec plus 30% de croissance annuelle sur les dernières années et sur les prochaines en prévision. Donc de plus en plus, les organismes de formation ont une approche de la gamification, plutôt par le serious game, c'est-à-dire par des formes de simulation et de jeux de rôle. Et c'est vrai que nous, on apporte quelque chose de beaucoup plus gaming, parce que, un peu comme Powers, nous, on est parti du principe qu'on allait créer des jeux et que du coup, l'expérience que devaient avoir les gens, c'était vraiment du gaming et pas du ludo-éducatif. Donc c'est en ça qu'on a quelque chose qui est un petit peu nouveau, qui est moins relié, on va dire, à une forme de simulation comme on peut l'avoir de manière plus traditionnelle. Yann Caron, même question, mais du coup plutôt du côté de l'école. Quelle place occupent-ils vraiment justement à l'école maintenant, ces jeux vidéo? Alors, nous, on est vraiment très concentrés pour aller convaincre directement les parents et les enfants de France et puis des États-Unis depuis la semaine dernière. Pas trop en contact avec l'éducation nationale? En fait, on a des contacts avec des professeurs et des directeurs d'école. On a par exemple un directeur d'école qui a très envie d'intégrer... En fait, le Power, c'est un jeu qui se construit avec les enfants, avec les parents, avec les experts. Donc on fait ça de façon communautaire. Le jeu, il va mettre quelques années pour être terminé, on va dire. Et typiquement, un directeur d'une école est venu nous voir en disant « J'aimerais associer les enfants de CP, CE1, CM1, CM2, CE2 aussi, à la construction du jeu. » Mais pour l'instant, on se concentre sur parler directement aux parents et aux enfants et aux profs et aux directeurs qui auront envie de s'associer à la construction du jeu. Voilà. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Yann Caron de nous avoir accompagnés, cofondateur de Powers, jeux vidéo éducatifs, qu'on surnomme, je le disais tout à l'heure, vous en avez même un peu parlé, le Fortnite de l'éducation. Merci de nous avoir parlé du potentiel pédagogique des jeux vidéo dans l'apprentissage. Lisa Ferrer, merci à vous aussi de nous avoir accompagnés, CEO de Kirae. Merci d'avoir été avec nous en visioconférence aujourd'hui. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.